contre, je pense que Blowart y était, parce qu'il y avait déjà la NSTJ qui fonctionnait rue Vivienne. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, Gérard Venturini n'était pas disposé à rentrer dans le sein du CNES. Il voulait y conserver son indépendance. Donc ça a duré un petit peu de temps, pendant 1 an ou 2, et finalement, c'est ce qui a provoqué la mort du Club Social International. Bon, ça c'est clair. Et par contre, alors la première campagne qu'on a faite, c'est celle de décembre 63, la deuxième, où il y avait 2 tirs. Il y avait le tir du CSI, enfin d'Europe Alpha, qu'on avait faite, et puis le tir de la première fusée auvergnat, je crois, si je me souviens son nom, de l'Orespa, qui était à Clermont-Ferrand avec Patrick Auchater, Jean-François Deveau, Jean-Claude Germain, et ainsi de suite. Alors c'était assez épique, hein, parce que, c'était en hiver, c'est au mois de décembre, donc la courtine en hiver, c'est pas terrible, et on est parti avec la fusée dans le coffre, bien sûr, sans le moteur, puisque c'était le nouveau principe. Et on est parti dans une vieille traction qui est tombée à peu près en panne tous les 150 km. On est arrivé dans un état absolument lamentable. Et à l'intérieur de la fusée, la séparation se faisait par un boulon explosif qu'on avait construit avec Michel Maurice au lycée technique de Vauban. Et le boulon explosif, c'était, à mon avis, un boulon qui était plus que largement dimensionné pour la fusée. Et Gérard Venturini a voulu faire un dernier essai avant le tir. Ça, c'était le samedi, je crois. Il a voulu faire un dernier essai avant le tir. Évidemment, en posant la fusée sur le sol avec les boulons explosifs, on s'est retrouvé avec un truc qui était haut comme ça, quoi. Donc il a fallu reconstruire à peu près tout dans la nuit et essayer de retrouver autour de la courtine des éléments qui nous permettent de la faire. Alors c'était un peu du bric-à-brac. Elle a fonctionné, le parachute s'est ouvert, mais on n'a jamais retrouvé la fusée. On n'a jamais retrouvé la fusée. Alors il y a eu tout un tas d'idées là-dessus. Le CNES voulait savoir ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis dedans, enfin bon, un certain nombre de trucs complètement déments. Et le lendemain, la fusée, et le même jour, après, le RESPA a tiré. Alors, il est évident que c'était d'une conception déjà beaucoup plus élaborée. Et alors pour attirer tout le monde, parce que je me souviens qu'on avait la présence de la télévision japonaise qui était là, et pour attirer les journalistes, à l'époque, on mettait des souris dans les fusées. Hein. Pratiquement toutes les fusées, les premières fusées avaient des souris, que ce soit la 3A, Jeune Science, l'Orespa ou nous, on avait des souris. Donc on avait amené 2 souris de Paris. Une a crevé, là dans la nuit, il faisait tellement froid, il n'y avait pas de chauffage dans les bâtiments. Hein. Donc on a fait du feu dans les poêles à charbon, en prenant, alors ça je ne sais pas s'il faut le dire, mais en démontant les chaises, les bâches à lit. Enfin, tout ce qui était en bois s'est passé à l'intérieur. On s'est gelé comme c'était pas possible. Et donc une souris a crevé. La deuxième, Augustine, elle a survécu, mais elle n'a pas survécu au vol. Hein. Donc on a des photos avec les souris, ça c'était classique à l'époque. Alors le CNES a commencé par interdire ça. C'est-à-dire, pas interdire, mais demander à ce qu'on passe à autre chose plutôt qu'à des souris. Parce que l'idée du CNES était la suivante, c'est que quand le CNES a été créé, il manquait de main-d'œuvre. Il manquait de techniciens, il manquait d'ingénieurs, il n'y en avait pas de formés. La NASA avait le même problème. La NASA avait exactement le même problème, ce qui fait que les coopérations franco-américaines, franco-italiennes, franco-canadiennes et tout, étaient, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de monde pour explorer tous les domaines de recherche, ils ont fait des accords de coopération. Et ils étaient très stricts sur les expériences à faire. Hein. Il fallait qu'elles soient différentes des leurs, et ainsi de suite. Donc le problème, c'était de trouver du monde. Donc ce qui explique que dès le début de sa création, le CNES a voulu faire quelque chose dans la matière, puisqu'en fait, il y avait une commission d'enseignement, il y avait tout un tas d'ensembles, enfin tout un tas d'actions qui étaient faites pour la formation. Hein. C'était Michel-Yves Bernard qui était responsable de ça au CNES, un universitaire, donc il y avait les relations avec les universités, les relations avec les lycées, les relations avec les clubs. Et il est évident que le CNES a vu tout de suite l'intérêt de récupérer les clubs pour en faire l'élément phare du système. C'était évident. Donc ça a été l'objet des premières campagnes jusqu'en 65, je crois, quelque chose comme ça à peu près. Je crois que le changement, ça a fait 66 à peu près. Et à l'époque, donc, s'est créé le GAREF aussi. Et donc lui a aussi, avec l'Orespa, on monté
le niveau technique. Hein. Et puis, à ce moment-là, le CNES avait disponible des fusées Bélier. Donc il a été proposé, c'était Lise Blosset qui était intéressé par ça, il avait été proposé qu'on fasse une expérience à bord d'une fusée Bélier, et ça avait été proposé par Marcel Poulinquet, avec Germain, avec les gens du GAREF et ainsi de suite, puis il y avait un certain nombre de personnes dont je ne me souviens plus les noms. Et donc l'idée c'était effectivement de mettre à nos dispositions un Bélier, donc le problème il fallait former des labos. Donc le CNES n'avait pas de labo spécialisé, donc il fallait les former, donc il fallait retrouver des ingénieurs, des étudiants comme à l'ORESPA, à la fac. Et donc l'idée c'était ça, de faire un projet Bélier, ce qu'on appelait le projet Bélier, qui était assez compliqué avec un ballon en altitude et ainsi de suite, qui n'a jamais débouché finalement. Mais disons que la philosophie c'était ça, au départ, utiliser les clubs pour attirer des jeunes. Alors le problème était le suivant, c'est que le CNES ne pouvait pas gérer ça. Il pouvait gérer 2-3 clubs, mais si les clubs se multipliaient, il ne pouvait pas gérer ça. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le lien entre la NCS, qui était en fait un peu une coquille vide, hein, qui avait été créée par Dubost, avec Bloward, Tétu, et puis je me souviens plus, il y avait un autre, je me souviens plus du nom, qui était Revivienne et qui, eux, voulaient faire de l'éducation populaire une nouvelle activité. Disons, c'était à la suite d'un colloque qui avait eu lieu à l'UNESCO dans l'année 62. Entre parenthèses, c'était un colloque franc-maçon. Donc, sur l'activité scientifique, développer l'activité scientifique, c'était le grand truc du début des années 60, partout. Hein, partout, lié après l'année géophysique, ça c'était clair, c'était former des gens et les attirer dans les hautes technologies. Donc le rapprochement s'est fait là, et effectivement, quand il y a eu la circulaire de 62 qui est sortie, bon, nous, dans les clubs indépendants, on s'apprêtait à tirer un peu n'importe où on pouvait, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et donc là, il y a eu une réglementation qui a bien spécifié qu'on pouvait construire des fusées, mais pas construire des propulseurs, c'est-à-dire pas toucher au niveau des propulseurs. Et donc les propulseurs étaient mis à disposition par le CNES, et ces propulseurs qui étaient des ATEF 74, il y en a eu 20 construits. C'était en fait des dérivés de la fusée Monica, qui avait été prévue pour être utilisée pendant l'année géophysique. Il y a eu une centaine, je ne sais pas combien d'exemplaires de Monica construits, très importants. Et donc le CNES a coupé un propulseur, hein, pour avoir un bloc de poudre plus petit, et c'est devenu la TEF 74. Il y a eu 20 exemplaires de fait et 20 exemplaires de tirés. Il y en a eu 2 d'essais à Amagué en octobre 63 ou septembre 63, je me souviens plus, juste avant ou après le premier tir de la 3A. Et donc après ils ont tous fonctionné correctement. Donc il y a eu l'idée de construire d'autres ATEF plus performants, les ATEF 74B, qui avaient été un peu plus tard, qui avaient été confiés au lycée de Ville d'Avray, et à Lyon. Avec les 7000 et les 4000. Oui, non, mais je veux dire, il y a eu ils descendront là-bas. C'est ce que j'ai dit, en 70, voilà, ils descendront. Mais effectivement, il y a eu l'idée avec c'était à Lyon, avec le Facile, enfin, l'ancêtre du Facile, et puis le lycée de Ville d'Avray de développer des moteurs plus importants. Et finalement, bon, ce que je disais tout à l'heure, en 65, le paradigme a changé, c'est-à-dire que c'était plus une question d'élitisme ou technique évoluée, c'était le nombre. Le nombre au niveau des activités populaires et ainsi de suite. Bon, ça, c'était un changement. Donc, vers des propulseurs plus petits, en plus grand nombre, moins chers, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça a marqué un peu la fin d'un certain nombre de clubs, mais ça en a créé d'autres. Hein. Alors, moi, je n'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement, après, ça s'est développé assez rapidement. Et voilà, donc les campagnes se sont organisées. Parce qu'au début, c'était rien, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien. Il faisait moins 10 degrés dehors, on tirait comme on pouvait dans le creux là, à la Courtine. Bon, et celui qui représentait le CNES à l'époque, c'était Jacques Chêne. Jacques Chêne, qui était un ingénieur du CNES, qui est devenu un ingénieur important, qui est décédé depuis,
Et peu de temps après est arrivé Delaunay. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu Delaunay à la première campagne. C'est possible, mais j'en ai pas souvenir. Et donc, après, il y a eu les campagnes de Sisson en 64, et ainsi de suite. Après, il y a eu les campagnes, mais au fur et à mesure, ça s'est organisé. Le CNES a mis des moyens à disposition. Et puis, les clubs se sont organisés aussi sous la houlette de la NSTJ, puisque, en fait, le grand démarrage, ça a été l'Assemblée générale de décembre 65. L'Assemblée des clubs, où là, il y a eu l'Assemblée de tous les clubs qui existaient. Donc voilà, ça a vraiment été, je pense, le démarrage. Il y avait eu Revivienne, je crois. Et donc il y a un super compte-rendu de ça. Donc voilà pour les premières campagnes, quoi. Donc quand on filme la toute première, donc à Sisson, qui était présent À Sisson, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier club qui a réagi aux propositions du CNES, parce que c'est paru partout, dans tous les journaux, il y avait le truc comme quoi on allait organiser une fédération, ainsi de suite. Bon, tout ça, il y avait le relais médiatique qui était là. Donc le premier club qui a réagi, c'est la 3A, l'association des amateurs d'astronautique, où il y avait, je crois qu'il y avait Jean-Claude Fontan, pardon. Patrick Auchatraire. Non, Auchatraire était non, je veux dire, comment Barbu, là. Oui, Gérard Collin. Gérard Collin, c'était dirigé par Gérard Collin. Il y avait Jean-Claude Fontan qui était tout jeune, qui est devenu réalisateur à la télévision. Et c'est une association qui a été créée depuis combien de temps? Pardon? Ce club, il existait depuis longtemps? Oh là, je ne peux pas te dire. Le premier club qui a existé, c'est Jean-Claude Moreau qui l'a fait. Premier club en tant que tel. Et ça, je crois que c'est 1956-1957. Et il était en relation, lui, avec le comité d'action de défense nationale, comité d'action scientifique, avec le général Guérin. Il avait été reçu, ils avaient eu des subsides, et déjà les militaires s'intéressaient à ça. C'est l'histoire des Allemands, hein. C'est l'histoire du V2, hein. C'est pareil. Bon. Ça démarre de la même manière. Donc, le premier club, oui, c'est Jean-Claude Moreau, il vit toujours, c'est un scientifique de haut niveau, il était membre de l'Académie des sciences de New York, et donc il a fait son club, qui s'appelait, je ne l'ai plus en tête, et lui a réalisé un certain nombre de fusées hors CNES, avant que le CNES arrive. Et quand le CNES est arrivé, on n'a plus tellement entendu parler de lui, excepté la première année, où en 63, le CNES a fait son premier stand au Salon du Bourget. Et on avait un stand des jeunes. C'était 2 tables, dans un coin, 2 tables, et on avait les 2 ou 3 clubs de la région parisienne, plus Jean-Claude Moreau, avaient amené quelques éléments, quoi. Ça, c'était la première participation en 63. Et donc le premier club, c'est ça. Je crois que il n'y a pas... Alors les autres ont été formés un peu après Spoutnik, hein, ça c'est clair. Et donc il lançait dans les champs... Ah bah oui, c'était un peu anarchique, il y avait des lancements en tout cas. Ouais. Donc c'est le système américain, hein, c'était pareil. C'est à l'époque, sauf qu'ils ont des déserts. Voilà. Mais donc la 3A est le premier à avoir adhéré aux propositions du CNES. Et comme la 3A avait quand même pas mal de moyens techniques, logistiques, autour de lui, il a pu ameuter un peu les médias. Et donc la première campagne, la campagne de Sisson, les photos qu'on a sont des photos de Paris Match, par exemple. Et donc le CNES a utilisé ce club qui était médiatiquement connu pour développer le système. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Gérard Venturini, qui était le président du CSI, de notre club, lui, il ne voulait pas adhérer, donc ça a un peu éclaté, et donc moi je suis passé à la NSTJ, il y en a qui n'ont pas été. Bon voilà, alors effectivement il y avait des tirs qui se passaient un peu n'importe où dans la campagne, il y avait des accidents, hein, il y avait pas mal d'accidents, et donc c'était une des raisons pour lesquelles il fallait trouver une solution. Donc on avait fait avec un Suédois une étude en 1970 sur ce qui se passait dans les différents pays, quand on a fait la campagne, quand on a préparé les Jeux de l'espace, on a voulu savoir ce qui se passait un peu dans les différents pays en Europe. Donc il y avait des interdictions totales, il y avait des pays avec interdiction totale, il y avait des pays où tout était autorisé,
Et par contre, il n'y avait pas de pays où il y avait des réglementations à la française. Donc c'est là où on a essayé, avec les jeunes et l'espace, de faire valoriser un peu ce principe-là. Et donc, voilà, à partir de là, le CNES, lui, a joué le rôle avec la NSTJ. Ça, c'est clair, avec la NCS, avec la NCS à l'époque. Donc voilà un petit peu le début, comment ça se passait. Mais alors dans notre club, nous, comme tous les clubs, on cherchait du fric pour pouvoir faire du boulot. Donc dans notre club, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait des gens qui étaient intéressés, j'allais dire à titre personnel, sans formation particulière. Il y avait des jeunes ingénieurs ou des jeunes scientifiques. Et puis surtout, il y avait des lycéens dont j'étais. Moi, j'avais 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc on utilisait les lycées techniques pour faire les pièces. Et comme parrain, on avait, dans le club, on avait 2 parrains. On avait Albert Ducrot. C'est à la suite de ça qu'il a créé le Cosmo Club de France, pour en faire son activité. Et le deuxième parrain, c'était Hervé Bazin. Et le club avait son activité au Plessis-Robinson, à côté du Gros Arbre. Et quelquefois, on avait des dîners avec Hervé Bazin qui étaient assez déments, quoi. Et voilà, donc on était dans une espèce de HLM au rez-de-chaussée à bricoler nos trucs, quoi. Alors donc, Patrick Revelli m'a filé quelques photos où on voit justement l'inauguration, parce que Gérard Venturini, lui, pareil, toujours la médiatisation, travaillait à Sciences et Vie. Donc il a réussi à faire passer des articles, voilà, donc, dans le Petit Versaillais. Et aussi, on a eu en 63 le prix Galabert, en 63, en même temps que Gagarine et Tereshkova. Et c'est la première fois que j'ai assisté au congrès d'astronautique qui était à Paris. Et comme on n'avait pas le droit d'y aller, on passait par les coursives, par les fenêtres. Donc, en particulier, la réception qui a eu lieu à l'hôtel Lutetia, où il y avait absolument un monde fou, quoi. Donc voilà. Tu nous parles un petit peu... Non, parce que là, t'as 1 minute 30, là, à peu près. Oui, largement, oui. Hein, oui. Non, je sais pas, c'était pour... Non, mais je vais couper dedans. Bon, donc en fait, il faudra probablement, je pense qu'on arrive à le faire, ce congrès, quand même, non, un jour. Hein, peut-être même faire... Commencer par manger ensemble. Peut-être faire le serment, c'est parce que c'est un peu à nous 3 de faire ça. Le congrès le congrès de toute cette réalité, que finalement... Bon, pour ça que je te posais la question de savoir qu'est-ce qui t'intéressait dans tout ça. Alors, on est parti, si tu veux, il a un petit peu fait ce que je viens, bon, il a développé une idée. Hein. Bon, moi j'avais développé l'idée, si tu veux, pourquoi le CNES, bon, sous la forme mesure de sécurité, comment il l'a traduite. En réalité, c'est tout ce qu'il dit et qu'on va retrouver après avec toute la formation des animateurs. Pourquoi Quétard arrive, pourquoi Blosset impose-t-elle Quétard, veut-elle au début son président, dont le fils est Jean-Claude maintenant, machin. Au début, elle va à la Matra. Quand meurt Couffignane, notre président réglementaire, issu, comme le disait Hervé, de l'école, puisque en fait, les premiers clubs sont faits par des enseignants, même si on y trouve, parce qu'il y avait d'autres gens. Il y avait d'autres gens comme parce que Blobart, lui, il était un peu dans la communication, etc. Mais au départ, c'est pour aller dans l'école. C'est un peu concurrencer Jeunes Sciences. Je ne vais pas revenir sur Jeunes Sciences parce que Jeunes Sciences a une interférence. Mais je dirais 2 mots sur justement cette situation d'installation. Bon, donc tout ce côté, à un moment donné, quand on va changer de président, Couffignane qui meurt donc en 66. Et à ce moment-là, Blosset, qui a besoin de cette association, et qui, nous avons décidé de faire de sa fédération, comme ça a été dit, va aller chercher un nouveau lieu, qui va être le Palais de la Découverte, donc aider l'association à s'installer au Palais de la Découverte, et deuxièmement, aller chercher un président, et ce président va être Pierre Quétard, qui est à ce moment-là directeur espace à Matra. Donc ça veut dire que l'approche industrielle rentre là-dedans et on retrouve toute cette branche, comme ça a été vrai dans chaque événement de mutation technologique, etc. C'est les amateurs qui commencent, c'est l'armée qui s'intéresse
Et derrière ça, c'est la société, l'économie, l'industrialisation, la recherche, puis les les universités, tout ça, Hélène. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui jouent. Alors sur le plan campagne, pour recentrer un peu par rapport à ce que le relinéariser, parce qu'il a tout indiqué, effectivement, il y a la campagne de 63, après il y a la campagne de 65, qui est celle où effectivement on va commencer la transition entre les clubs CNES et surtout les clubs pas CNES, parce que tout cet aspect de rejet, jeune science qui ne va pas vouloir participer et qui va faire que ça sera la NCS alors que ça aurait dû être jeune science, c'est évident. Hein, là, Thirion va faire une erreur stratégique. Donc nous, c'est tout bonus pour l'association, et à ce moment-là, l'association va se retrouver face à des clubs qui veulent pas tellement être au CNES, qui veulent être autonomes, et à qui nous, tout d'un coup, on va essayer de leur dire, et si vous veniez à l'association, et ça, ils n'en veulent pas du tout, à ce moment-là, pratiquement. Et c'est en fait grâce à la campagne d'avril 65, qui tourne, on est en plein hiver, encore, on est à la courtine. Il y a des gens qui veulent tirer des fusées avec des rats, encore, des ogives éclairantes. Bon, c'est éclairant. Enfin, c'est magnifique. Et en même temps, donc c'est un bordel. Et tout ça coince. Et à ce moment-là, moi, quand même, qui ai 8 ans d'armée derrière, je me dis à un moment donné, il faut peut-être faire quelque chose. Et on met en place l'organisation. Et à ce moment-là, l'appui, en fait, va se faire, comme moi, j'ai un geste de 80 membres à l'école. À l'école, on a les photos, j'ai 80 gamins qui sèchent les cours pour venir au fond de ma classe pour bricoler les fusées, de façon Francis Gérard, Mickey, etc. Donc, à ce moment-là, on décide de faire une infrastructure association, en particulier, disons en gros, autour de la communication et de la mise à feu. C'est-à-dire créer une boîte de mise à feu, machin, etc. Et donc, c'est là où on va commencer à faire comprendre que l'association doit être maîtresse quelque part dans une situation logistique, bien sûr sous contrôle du CNES, avec une fiabilité donnée, mais aussi en ayant à ce moment-là la possibilité de dialoguer avec les clubs, y compris de savoir ce qu'il y a dedans, car beaucoup de clubs ne voulaient pas dire ce qu'il y avait dedans. Ça, c'était le complexe de la recherche. Et si mon expérience était meilleure que celle qui est en train de se faire à Maguire, et donc voilà, blablabla. Donc il y a tout ça, il y a un énorme fourmillement scolaire, éducatif, social, que tout ça se fait sur une fin de guerre d'Algérie, sur une relance du pays, sur l'espace triomphant, sur le départ du programme Apollo. Il faut quand même savoir que quand on est en 63 à bricoler nos fusées, on est à peine 6 ans, hein, j'en ai 6 ans en gros à peine, hein, enfin 6 ans et pas grand, avant le vol sur la Lune, etc. Donc il y a une espèce de grand machin qui est énorme. En 59, quand la France a tiré la première Véronique AGI, il y avait les États-Unis et la Russie, c'est tout. Il n'y avait aucun pays qui avait des fusées. Hormis l'Angleterre qui démarrait le programme. Et l'Allemagne qu'ils avaient perdu, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais non, on ne peut pas isoler le truc, l'activité, de tout le contexte. Alors après, l'autre aspect campagne qui a été cité, j'essaye de ramener ça sur la logique des campagnes. C'est effectivement 68, à Mourmelon, là où on fait officiellement les mini-fusées avec Alain Verdier, effectivement, sur le GES, etc. Et donc on sacralise deux choses quand même, ce jour-là. La mini-fusée et le ballon. C'est aussi là qu'on va commencer à faire des premiers ballons. Alors ça, au début, c'est les tétraédriques non gonflables, on commence avec ça. Mais il y a des gens du CNES. Air sur la Dour a commencé aussi au CNES. Ils commencent à lancer les programmes non dilatables et on va mettre en place un programme parallèle ballon qui ressemble un peu au programme Bélier, mais qui lui ira au bout, puisque après il y aura des manips qui seront mises sur des ballons stratosphériques et en chipibac, en portée. Bon, après il y aura on retrouvera ça sur Ariane 80, etc. Mais disons que
c'est ces moments-là, avec derrière ça la campagne du Larzac en 66, quand même déjà, c'est fin 66, c'est 76, où là, on se décide à dire, et si on passait au paragrèle, et on va tirer ce que réclamait Thirion depuis des années, et faisait en douce, lui, on va utiliser les fusées paragrèle, donc les M15, hein, pour poudre noire, etc., pour tirer des fusées. C'est encore une fois le JETS qui sert de club laboratoire. Blosset est là, ça va à peu près marcher. Et derrière ça,